Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver après ce week-end particulièrement agité pour cause de Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, on va en parler justement, ce sera le premier sujet du jour. Gérald Darmanin, le ministre du Budget, a vu la peste brune samedi sur les Champs-Élysées. Et vous, avez-vous vu la même chose? On en parlera. On parlera aussi de la dernière initiative du président de la République qui veut créer un haut conseil pour le climat. Est-ce une bonne idée ou juste un comité Théodule de plus? Vous nous donnerez votre point de vue. On parlera aussi de la France insoumise qui ne va pas trop bien en ce moment, un peu gênée aux entournures par le mouvement des Gilets jaunes. Et puis il y a eu cette élection législative partielle, c'était hier dans l'Essonne. Et le candidat de la France insoumise a fait un score assez modeste et surtout avec beaucoup d'abstention face au député nouvellement élu, celui qui a été soutenu par La République En Marche. Et puis nous parlerons de ce pacte de l'ONU sur les migrations qui part du principe que les migrations étant un phénomène inéluctable, il faut mieux les encadrer. La France va signer ce pacte, beaucoup d'autres pays, et pas seulement les États-Unis, ne le feront pas. On vous demandera votre point de vue sur ce sujet. Bonsoir Caroline Valentin. Merci d'être là. Vous êtes essayiste, collaboratrice entre autres du Figaro Vox. Vous êtes co-auteur d'une France soumise et contributrice du Nouvel Antisémitisme en France, deux livres parus chez Albin Michel. Bonsoir Arnaud Champremier-Trigano. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'agence de communication que vous avez créée, qui s'appelle Faubourg. Vous avez aussi été, entre autres choses, le directeur de la communication de Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne présidentielle de 2012. Voilà, je ne l'ai pas oublié. Alexis Poulain est là aussi, bonsoir. Vous êtes le cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne.media et vous tenez divers chroniques sur différents médias, dont le média, pardon, c'est pas simple, que vous avez quitté d'ailleurs, et qui avait été créé par des proches de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, dans une première version. Et Jean-Christophe Buisson est là aussi, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine et vous êtes aussi le présentateur de l'émission hebdomadaire Historiquement Chaud sur la chaîne Histoire. Et votre dernier livre, écrit avec Emmanuel Hecht, c'est Les Grands Vaincus de l'Histoire. Et ça a été publié chez Perrin en août dernier. On commence donc par un retour sur les mouvements, ou plus exactement les violences engendré par les Gilets jaunes, c'était samedi dernier, sur les Champs-Élysées. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, y a vu une manifestation de la peste brune. C'est ce qu'il a dit hier, c'était dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Ce ne sont pas les Gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Non, il y a aussi vous appelez ça comment? Des gens qui retirent des pavés sur les Champs-Élysées, qui les balancent sur des gendarmes, sur des policiers, qui frappent des journalistes. Vous appelez ça comment? Vous appelez ça des gentilshommes qu'il faut respecter? Non? Christophe Castaner, quant à lui, pour qualifier ces débordements, a expliqué que c'était des séditieux qui voulaient s'en prendre aux institutions et que tout cela était le fait de l'ultra-droite. Jean-Christophe Buisson, vous qui avez des amitiés pour l'histoire de l'Europe, vous avez sans doute un point de vue sur ce sujet. Est-ce que la comparaison est justifiée? Non, elle est totalement justifiée. Elle s'inscrit dans une stratégie qu'on a bien repérée et qui ne date pas de ce week-end, qui est de grosso modo d'expliquer qu'en France, il y a le chaos, c'est-à-dire le Rassemblement national, Marine Le Pen, et Emmanuel Macron, comme s'il n'existait rien, ni sur leur côté, ni entre eux. Parce qu'on rappellera que Marine Le Pen, entre autres, avait appelé à manifester sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Mais la violence des termes, c'est quand même quelque chose. Que la peste brune, les mots ont un sens. La peste brune, ça veut vraiment dire les défilés de Nuremberg des années 30 du Parti national-socialiste allemand. Qu'il y ait eu des gens d'extrême droite dans ces manifestations, c'est évident. Il y a eu aussi des gens d'extrême gauche. La preuve en est qu'on a eu quelques slogans. On a eu des drapeaux de Che Guevara, on a eu des tags anarchie, des tags anti-flics, anti-État. Donc évidemment que ce mouvement a cristallisé aussi des gens plus extrêmes que la grande masse des Gilets jaunes qui sont des braves gens. D'ailleurs, on le voit dans les interpellations, les 103 qui ont été interpellés. Laurent Nunez, à midi sur RTL, peinait à avouer qu'il n'y avait aucune personne fichée à l'extrême droite parmi les 100 interpellés. Donc il a expliqué qu'en fait l'extrême droite est venue mettre le bazar au début, puis après ils ont disparu. Et effectivement, il y avait peut-être des gens d'extrême gauche. Donc on voit très bien que le problème, c'est que la réalité revient dans le visage de l'État, qui est que ce n'est pas l'ultra-droite qui a monté ces manifestations. Il y a vraiment un mouvement populaire, pas très bien organisé, sur lequel le gouvernement n'a pas de prise. Et il est en panique, il est dans le désarroi. Donc quand il est en panique, on brandit le drapeau de l'antifascisme, parce que c'est évidemment quelque chose d'assez fédérateur, mais ça ne répond pas du tout aux revendications des uns et des autres, et notamment des Gilets jaunes. On vous pose la question sur Twitter. Êtes-vous choqué par Gérald Darmanin quand il déclare que c'est la peste brune qui a manifesté sur les Champs-Élysées?
Et vous êtes 74% à nous répondre oui. Vous continuez à voter, évidemment, sur Twitter, #point de vue. Arnaud Champremier-Trigano, moi, je dois avouer que quand Gérald Darmanin nous a dit ça hier, parce qu'il se trouve que faisais partie des intervieweurs, j'ai trouvé ça tellement excessif que j'ai même pas relevé. Mais j'ai sans doute eu tort. Et ça m'a étonné de votre part, effectivement. C'est excessif et ça a été très bien dit. En fait, il cherche à planter un décor. Le décor, c'est nous ou le fascisme. Voilà. Ils essayent de le construire en France. Ça leur a réussi aux dernières présidentielles. Ils aimeraient reproduire ça, y compris aux européennes, montrer qu'il n'y a rien entre les deux. Ils s'appuient sur la montée des fascistes ou néofascistes en Europe, et c'est un phénomène effectivement qu'on peut constater, pour dire que voilà, ça déborde partout. Mais il reste des forces politiques diverses et variées, et on voit bien chez les Gilets jaunes qu'il y a certes une surreprésentation des électeurs de Marine Le Pen, une surreprésentation des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a une représentation très forte des électeurs d'Emmanuel Macron lui-même, de Fillon, y compris du Dupont-Aignan, voilà. Donc c'est un mouvement très hétéroclite. Alors, il y a eu une sélection qui s'est faite quand même sur qui veut monter jusqu'à Paris et qui, à Paris, veut aller sur les Champs-Élysées plutôt qu'à d'autres points de rassemblement. Donc là, ça a été un phénomène d'entonnoir qui a fini par effectivement concentrer les plus déterminés, on va dire. Voilà. Mais ça reste une expression populaire. Quant aux pavés qui ont été retirés des Champs-Élysées, la démonstration a été faite que c'était en travaux et qu'en fait les pavés étaient déjà retirés depuis un certain temps et que les gros plans des chaînes info sur la scène. Et juste une parenthèse sur les chaînes info, on a passé la journée à voir les images des émeutes sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas eu une image des mobilisations en province qui représentait 90% du mouvement. Il n'y a pas eu une image de la mobilisation de la défilée contre la violence faite aux femmes qui avait lieu le même jour, qui était très importante. Voilà, donc il y a quand même une obsession d'aller chercher ce qui est le plus sulfureux et qui sert aujourd'hui les intérêts de la Macronie, qui trouve effectivement un nouveau cadre au débat politique. Et si je peux compléter, il y a une exagération aussi de la violence, parce que lors du 1er janvier ou lors d'autres manifestations aux Champs-Élysées, c'est 10 fois pire que ça. Il y a eu très peu de vitrines brisées, je ne sais même pas s'il y en a une seule brisée. C'est très spectaculaire. Il y a un camion qui a été brûlé. Mais enfin, c'est par rapport à ce qu'on peut voir le 1er janvier, le 31 décembre à Saint-Sylvestre, c'est rien du tout. Donc, et pourtant, Emmanuel Macron a exprimé ça. On a mis le focus là-dessus. Bah oui, mais... Caroline Valentin. Il est trop jeune pour avoir manifesté, sûrement, dans sa jeunesse. Je crois qu'il n'avait pas les problèmes qui justifiaient qu'on manifeste aujourd'hui. Écoutez, moi, je trouve que c'est une supercherie, de politique politicienne, une manière d'instrumentaliser ces revendications qui sont absolument respectables, et cet irrespect est inacceptable et n'honore vraiment pas ce ministre. Oui, mais les violences aussi sont une forme d'irrespect, non ? Les violences sont... Bien sûr que c'est une forme d'irrespect, mais il y a une exaspération très forte. Évidemment, dans le lot, dans tous ces gens qui manifestent, il y a des gens qui n'en peuvent plus de ne pas être écoutés. Ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années que c'est le cas. J'ai apporté plein de livres. J'ai apporté celui-là, Plaidoyer pour une gauche populaire, qui a été écrit en 2007, notamment par Christophe Guilluy, qui ne cesse de répéter qu'il y a 60% des classes des Français qui sont ces classes populaires et moyennes que personne n'écoute et qui n'en peuvent plus, qui ne votent pas et qui souffrent et qui perdent du pouvoir d'achat année après année. Voilà, ces gens-là n'en peuvent plus, ils le disent aujourd'hui. Ça n'a pas l'air de plaire à M. Macron, mais que voulez-vous, en démocratie, c'est la tyrannie de la majorité. Et c'est tant mieux comme ça. Et c'est pas en les traitant de nazis qu'on va éteindre leur colère. Au contraire, on va même la raviver, il me semble. Alexis Poulain, je me tourne vers vous en désespoir de cause en me disant peut-être que quelqu'un va défendre le gouvernement sur ce plateau. Écoutez, vous avez deux ex-face soumise. Non, alors moi j'y étais samedi, j'ai fait un reportage pour Le Monde Moderne. J'ai vu personne de fasciste, j'ai vu des gens... Vous étiez où ? Vous étiez sur les Champs-Élysées ? J'étais sur les Champs-Élysées, vous pouvez regarder le reportage, on était au milieu des lacrymogènes, on était avec les gens, on a vu les différentes barricades, on a vu aussi la violence, le dispositif policier qui était là pour protéger M. Macron qui vient de me chercher. Vraiment, c'était personne ne passera la place de la Concorde. Et en fait, dès le matin, très tôt, les Gilets jaunes arrivent en disant bon, c'était désorganisé, on va bloquer la place de l'Étoile, ça dure 10 minutes. Là, les CRS étaient plutôt bon enfant, ils disent non, mais attendez, on va essayer de descendre, faites un cortège. Le cortège se fait, on laisse passer les gens. Et puis arrive la première confrontation avec là des tirs de grenades comme j'ai rarement vu, où l'air était complètement dans un brouillard lacrymo et des gens qui manifestaient pour la première fois étaient assez étonnés de cette violence-là, même s'il y a eu de la retenue. Ce qu'il faut voir là, c'est le désespoir. Les gens qui étaient dans la rue, c'était des travailleurs handicapés qui ne sont pas reconnus, qui gagnent 800 € par mois, des élèves infirmières qui, avec les mesures du gouvernement, n'arrivent plus à payer leur loyer, des gens qui sont retraités et qui sont là pour leurs enfants, pour aussi dire c'est pas possible, si on continue comme ça ne va pas marcher. C'est pas des gens qui votent, c'est pas des gens qui sont forcément politisés, qui sont là pour en découdre avec Emmanuel Macron, c'est des gens qui disent mais
qu'est-ce que c'est qu'on est en train de nous vendre, ce progrès qui est en fait une régression absolue. On regarde la Grande-Bretagne, on va, sur le Monde moderne, traduire le rapport du rapporteur de l'ONU sur la pauvreté en Grande-Bretagne. C'est un pays qui a vécu un miracle libéral, qui est en train de revenir à l'ère de Dickens. Simplement parce que la pauvreté, c'est un choix de politique. C'est-à-dire qu'on décide à un moment, quand la crise de 2008 arrive, de ne pas aider les plus fragiles, de ne pas aider les plus pauvres, et de faire des politiques, soi-disant pour relancer la croissance, pour faire du ruissellement, qui ne servent à rien. Et ce qu'on voit aujourd'hui en France, c'est quoi ? C'est des politiques qui servent exactement à ça, c'est-à-dire à faire de l'argent là où l'argent est, mais finalement, ça coûte un pognon de dingue d'aider ces gens-là. Alors on ne va plus les aider, il va falloir qu'ils soient responsables et qu'ils se débrouillent tout seuls. Là, ils sont dans la rue pour dire on ne veut pas de ce monde-là. Alors si c'est ça le progrès, on ne veut pas de ce progrès-là. Quand même, ils auraient pu défiler pacifiquement. Ils ont défilé pacifiquement, je tiens à le dire. C'est pas des provocations policières. Il y a eu très peu de casses. Il y a eu, alors déjà, aucune vitrine, on est sur les Champs-Élysées, aucune vitrine de cassée. On a eu quoi ? Des barricades avec, bien sûr, quelques gens de l'extrême gauche avec des chiens qui étaient très, très contents de faire un fait d'armes, ou effectivement des gens un peu énervés, mais face aussi à la réponse des CRS. Vous verrez sur la vidéo, vous avez une femme en fauteuil roulant qui se met face à un camion de CRS et qui l'empêche de passer. Là, les CRS descendent pour essayer de la pousser, elle reste, les gilets jaunes arrivent et finalement ils font demi-tour. Mais c'est des gens qui sont désespérés. Je veux dire, on ne va pas là dans cette rue simplement pour dire on va aller casser. Non, on est là pour se faire voir et entendre. Sans violence. Hein. C'est-à-dire que ça fait 15 ans qu'il n'y a plus une manifestation en France conséquente sans acte de violence. Pour une fois, là, il ne casse pas un hôpital, oui, comme ça a été le cas lors de la loi travail. Pourquoi Alexis Poulain ajoute qu'il a croisé Yvan Rioufol. Donc voilà, il y avait des spectateurs de tous les camps, des observateurs, comme on dit à l'ONU. Alors non, j'étais pas là. Pas de private joke à l'antenne. En termes, moi je trouve que ces pavés, ça fait quand même penser beaucoup à mai 68, que personne n'a d'ailleurs qualifié de peste brune. Oui, à l'époque, les barricades, les pavés. Et ce qui est très intéressant, moi je trouve, dans ce mouvement, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est le contraire de mai 68. En mai 68, des étudiants du quartier latin, qui jamais ne connaîtraient les problèmes que connaissent aujourd'hui ceux qui manifestent, sont allés à la rencontre, avec Sartre à leur tête, des ouvriers de Boulogne-Billancourt, pensant que ces ouvriers allaient les accompagner dans leur lutte et dans leur volonté de faire la révolution. Exactement. Et les ouvriers, qu'est-ce qu'ils leur ont dit ? Écoutez, moi j'ai du boulot. Premièrement. Deuxièmement, moi, je veux pas la révolution, moi, je veux le cadre, et je veux plus de sécurité, et je veux plus d'avantages en ce cadre. Mais ces gens-là ne veulent pas la révolution. Attendez, non, justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous lisez Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, qui analyse très bien ce mouvement, il dit à partir de ce moment-là, c'est ces cadres-là, ces jeunes-là plutôt, qui sont ensuite devenus, qui ont fait l'ENA, qui ont fait Sciences Po, qui sont devenus des journalistes et qui sont devenus des bobos, puis surtout des gens qui font partie du pouvoir, qui ont considéré que ces ouvriers-là, qui étaient la figure tutélaire habituelle de la gauche, étaient des beaufs racistes, et ils ont substitué à cette figure tutélaire traditionnelle l'immigré. Voilà, ça s'est passé depuis 40 ans. Et qu'est-ce que disent maintenant ces gens-là ? Ils disent, écoutez, le cadre que vous avez fait voler en éclats, maintenant, on le veut. Et toute la structure, toute la sécurité, toute la protection que la gauche était censée m'apporter, pour lesquelles elle était censée se battre, je la veux. Aujourd'hui, plus aucun parti politique ne représente ces gens-là. Les seules personnes qui font les bons constats, mais en proposant des solutions qui sont, excusez-moi, mais insupportables, c'est le Front National, d'une part, ou le Rassemblement National, appelez ça comme vous voudrez, et d'une certaine mesure, la France Insoumise, mais quelle France Insoumise ? On en parlera pour l'élection d'Ivry. Oui, et puis il faut voir quelqu'un. Mais c'est vrai que ces perdants de la mondialisation, c'est le vote Trump. Et l'insulte des ministres, l'insulte de la classe dirigeante, c'est exactement l'erreur qu'ont fait les démocrates. C'est de traiter ces gens-là comme des Untermensch, comme des gens qui n'ont pas droit à la parole, comme des abrutis, des beaufs qui fument des clopes avec leur diesel. Ça ne fait que renforcer un courant de dégagisme qui est déjà présent de toute façon. Surtout qu'aux États-Unis, il y a plein d'emplois, mais en France, il y a 10% de chômage. Et c'est des seuls pays occidentaux qui a 10% de chômage. Et ça, c'est un choix. Le travail méticuleux de destruction des corps intermédiaires, les partis politiques, là, dernièrement, mais avant les syndicats, les associations. Ils sont autodétruits, on va dire. Qui ont été détruits quand même très systématiquement depuis une quinzaine d'années et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a aucune capacité d'encadrer les mouvements sociaux et de trouver un débouché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Non, mais ils se sont autodétruits, il faut bien le dire. Ils ont été nuls tout seuls, on ne les a pas forcés. Cette accusation permet au gouvernement de donner l'impression d'avoir une réponse politique alors qu'il n'en a pas. Parce qu'évidemment, imaginons pas l'absurde qu'il n'ait pas accusé l'extrême droite. Qu'est-ce qu'ils auraient répondu à ce qui s'est passé samedi ? Ils n'ont aucune réponse immédiate. Mais si, la création
d'un haut conseil Quelle transition pour le climat. Mais c'est bien sûr. Transition. Mais avant, je laisse la parole, le dernier mot aux internautes. Vous êt assez partagé. Hein. Monsieur Babineau nous dit « La violence décrédibilise le mouvement des Gilets jaunes », alors que WB dit au contraire « Le gouvernement essaye de nous faire peur avec la montée des extrêmes ». Le problème de cette manif, c'est qu'il y a des gens qui protestent sur des sujets très différents. Voilà, un autre internaute qui nous dit il y a eu beaucoup de casse, nous n'avons pas vu les mêmes images. J'imagine que c'est les mêmes images que vous, les intervenants. Et Nicole nous dit il est inadmissible de ne pas immédiatement bloquer les casseurs, ce qui, d'après la police, peut se faire si on leur donne l'ordre. Une dernière question, vous qui étiez sur place, Alexis Poulain, est-ce que vous avez eu l'impression que les policiers ont d'abord laissé faire, entre guillemets? Ils n'ont pas laissé faire, ils ont été assez souples. Moi, j'ai vu des scènes où je me disais, oh là là, ils vont taper les manifestants, et finalement, non. Il y avait quelque chose de l'ordre de n'essayez pas de taper pour casser le mouvement. Donc, il y a eu très peu de violence, malgré ce que vous pensez, le ressenti. Quand vous voyez, il y a eu quelques barricades où, effectivement, c'était des nœuds là d'affrontement, mais la majeure partie des gens qui étaient là fuyaient ces nœuds d'affrontement. C'est-à-dire qu'ils disaient, ces gens-là décrédibilisent le mouvement, je ne veux pas être là. Donc, vous aviez en fait du reflux permanent entre les gens qui manifestaient, qui partaient de la barricade et qui revenaient. Mais les policiers, finalement, n'étaient pas remontés, ou étaient, là où c'était le plus dur, c'était vraiment au niveau de la place de la Concorde, parce qu'il ne fallait pas passer. Voilà. Et pour cause, parce que l'Assemblée et l'Élysée n'étaient pas loin. Je le disais, le président de la République, on l'a appris grâce à nos confrères du Journal du Dimanche, s'apprête à annoncer la création d'un haut conseil pour le climat. Et alors, il va annoncer la création de ce haut conseil, je vous jure, ce n'est pas une blague, au Conseil national de la transition énergétique, qui lui existe déjà. Donc, voilà. Tout ça est assez formidable. En tout cas, on a trouvé quelqu'un qui trouve ça formidable. C'est Barbara Pompili, députée La République En Marche de sensibilité écologique. Je suis contente de voir d'ailleurs qu'il va y avoir un haut comité pour le climat qui va être créé et qui va justement réunir tous ces corps intermédiaires, ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc, vous pensez que c'est la bonne réponse, c'est la réponse adaptée à la colère ? En tout cas, ça permet de renouer un dialogue avec tous ceux qui sont sur les territoires et ça, c'est important. Caroline Valentin, c'est une bonne idée quand même, il faut recréer les conditions du dialogue, non ? Si vous voulez un soutien de cette mesure, peut-être demander à Jean-Christophe ou aux autres personnes sur le plateau, vous ne la trouverez pas chez moi. Non, effectivement, c'est un énième comité Théodule dont on ne voit pas très bien ce qu'il pourrait faire de plus que le Conseil national de la transition écologique qui existe depuis 2013 et qui complète le Conseil national du développement durable, sachant que le Conseil économique et social a été complété d'un E, puisqu'il n'y a pas très longtemps, puisque maintenant il est également environnemental. Il y a aussi les commissions du développement durable de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avec ça, on se demande comment est-ce qu'on arrive encore à polluer. Mais le problème, c'est qu'on a du mal à comprendre, premièrement, à quoi servirait ce comité Théodule, sinon que Pascal Canfin et deux autres personnes nommées à ce comité-là ont appelé de leur vœu dans une tribune qui est parue dans Le Point une adhésion, enfin le fait de faire rentrer dans le comité des citoyens, c'est le grand truc maintenant, c'est la démocratie participative. Je précise juste que Pascal Canfin est le patron du WWF pour la France, association écologiste bien connue, et que c'était un ancien élu. Exactement. Ancien ministre. Exactement. Bon, ce que ça montre surtout, c'est que Emmanuel Macron ne sait pas quoi faire. D'abord, on se demande pourquoi il n'y a ça semblerait être une réponse à ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Mais pourquoi est-ce que cette réponse n'est que écologique ? Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est parti suite à une augmentation de l'essence, mais il ne parle pas que de la transition écologique, premièrement. Et deuxièmement, on aimerait avoir un président qui a une vision, et non pas qui remet entre les mains de comités constitués soit d'experts, soit de gens tirés au sort, parce que c'est ça que Pascal Canfin et consorts suggèrent, le fait de dessiner l'avenir de la nation. Bon, alors écoutez, je suis un peu embêté. Qui, parmi vous, a envie de soutenir ce haut conseil ? Moi, je voudrais soutenir le comité économique et social. Enfin, l'idée, c'était de faire montrer... Et le conseil économique et social. Bien sûr, le conseil économique. Là, on avait quelque chose, justement, qui fonctionne avec une représentativité, justement, plus large, qui travaille aussi de manière intellectuelle suffisamment bien faite et internationale. Pourquoi créer un énième comité, effectivement, Théodule, qui va servir à quoi, en fait ? À faire valoir Emmanuel Macron parce qu'il va montrer qu'il fait une action ?
réflexion. Il est déjà Champion of the Earth, il a un badge qui a été donné à l'ONU, il a fait le One Planet Summit où il a fait des selfies avec Arnold Schwarzenegger, super. Il fait déjà beaucoup pour sauver la planète avec son téléphone. Moi, je trouve que ça suffit. Il faut laisser les gens qui sauvent la planète sauver la planète. Il faut surtout arrêter de prendre les Français pour des idiots. Je pense que les gens sont dans la rue pour ça. C'est pas une réponse. Déjà, les enjeux climatiques ne se décrètent pas et ne se résolvent pas à l'échelle nationale. Ça, on le sait. Nos voitures qu'on va vendre parce qu'elles sont diesel, parce qu'elles sont essence, seront dans un second marché dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Asie, ailleurs, et ils seront rachetés. Elles continueront de rouler pendant 15-20 ans. Et la France représente 1% des émissions et la France est une bonne élève en matière de de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Il faudrait faire en fait un comité simple, un comité sur la fiscalité, et dire comment on fait une fiscalité juste aujourd'hui. Les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils disent mais pourquoi c'est toujours nous qui payons via des taxes cachées ou via simplement des impôts? Il faut aujourd'hui, s'il faut un comité utile, et si Emmanuel Macron veut sauver son gouvernement et sa tête, c'est simplement mettre sur la table un comité sur la fiscalité et la redistribution. Et au niveau européen, pas seulement au niveau français. Je crois qu'on a déjà un gouvernement. Je vous pose la question, je vais vous passer la parole tout de suite à Arnaud Chanfrenuit-Trigano, mais je la donne d'abord à nos internautes. Êtes-vous favorable à la création d'un haut conseil pour le climat? Vous êtes quand même un tiers à penser que oui, ce qui peut-être va rééquilibrer avec ce plateau, même si Solis nous dit un comité qui va nous coûter un bras, magnifique, point d'exclamation, tandis que R34 ajoute la création d'un haut conseil, faut-il en rire ou en pleurer? Le 16 nous coûte déjà un bras, je tiens quand même à le dire. Le 16 heures, oui. Oui, mais le 16 il pourrait savoir quelque chose. Oui. Une des missions qui va être confiée à ce comité, c'est de contrôler si les réformes proposées par le gouvernement pour l'environnement n'auront pas un impact trop négatif sur les questions sociales et économiques de la population. Voilà. La soutenabilité sociale et économique. En gros, comment on encaisse les réformes environnementales, socialement, économiquement. Il y a déjà du monde pour s'occuper de ça, ça s'appelle les parlementaires. Dans une majorité, les députés, à quoi ils servent? À voter les lois? Bon, non, depuis longtemps. Mais au moins à faire remonter les infos de leur circonscription et à pouvoir dire au gouvernement ça ne passe pas, les gens ne se comprennent pas ou les gens souffrent localement. Parce que bien sûr qu'il y a une déconnexion et on ne peut pas le reprocher à tous les gouvernements d'être déconnectés de la réalité de la vie de ses concitoyens. Donc ça c'est mécanique. Mais au moins ce lien qui était les parlementaires et les partis politiques permettait cela. Or avec En Marche, il n'y a plus de lien, puisqu'il n'y a pas de parlementaires, puisqu'ils n'ont pas de rôle et qu'ils sont méprisés. Mais vous regardez les manifestations des Gilets jaunes, le seul qu'on a vu et qui a dit « je suis un cahier de doléances vivant et sur pattes », c'était François Ruffin, qui va avec son cahier demander « qu'est-ce que vous faites là ?» Si vous êtes député, votre rôle c'est d'être là, de demander pourquoi les gens sont à la rue alors qu'il pleut, qu'il fait froid, en disant « mais qu'est-ce que vous voulez ?» Je n'ai pas vu beaucoup de députés faire ça. Mais les députés En Marche ont complètement baissé les bras, c'est-à-dire qu'ils considèrent, pour ceux de province, ils considèrent que de toute façon ils ne sont plus écoutés par le gouvernement et par les conseillers qui sont tous de très jeunes Parisiens surdiplômés. Parfois ils sont un peu agressés quand même, aussi. Ils sont certes agressés, mais en tout cas, ils vont plus défendre des mesures sur lesquelles ils n'ont pas leur mot à dire. C'est ça le deal. C'est qu'effectivement, on les associe au processus de décision, et puis après, ils redescendent en circonscription pour défendre la politique gouvernement. Or là, comme ils sont associés à rien, et beaucoup se demandent ce qu'ils font là, ils redescendent et puis ils se planquent. Voilà. Surtout la soutenabilité, ce qui est agaçant en fait, c'est qu'il n'y a pas à juger de la soutenabilité de mesures qui sont nécessaires pour l'écologie. Le gouvernement, le rôle du gouvernement, du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte de prendre les mesures nécessaires pour que les mesures qui doivent être prises pour l'environnement soient acceptable et supportable par les gens. Typiquement, cette augmentation du coût de l'essence. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative acceptable, à un coût normal, à un coût acceptable, qui permette à des gens qui habitent dans des zones rurales de se déplacer, d'aller faire leurs courses ou d'aller à leur travail. Il n'y en a pas. Donc, moi, j'ai acheté une voiture hybride qui m'a coûté très cher. J'ai la vignette 1 qui prétend que je ne pollue pas. Je n'arrive pas à brancher ma voiture. Les quelques fois où j'arrive à la brancher, je la branche 6 ou 7 heures, je fais 10 km avec. Le reste du temps, je pollue horrible. Donc voilà. Donc ça, vous voyez, personne n'en veut. Ou alors sinon, vous avez la voiture complètement électrique que vous devez brancher pendant 6 ou 7 heures avant de pouvoir faire vos 30 bornes ou vos 50 bornes. Ou celle que vous devez... donc 6 ou 7 heures, ça veut dire que si vous faites 300 km sur l'autoroute, vous devrez prendre une méga pause au milieu pour rejoindre votre point d'arrivée. Après, on vous donnera la parole. Moi, je crois que c'est la pire des réponses que pouvait faire le gouvernement. D'abord parce qu'évidemment ça nous rappelle Clémenceau, si vous voulez enterrer un problème, créer une commission. On est vraiment dans ce registre-là. Ensuite, effectivement, il y a déjà un conseil qui existe et surtout, c'est quelque chose, c'est une réponse d'énarque. C'était à créer une commission de ce type-là ou un conseil de ce type-là. D'abord, il aurait dû être créé avant.
en concertation, parce que c'était avant d'augmenter les taxes et avant de décider de les augmenter jusqu'en 2022 qu'il fallait créer ce... Donc là, on sent bien que c'est encore une réponse de quelqu'un de paniqué en disant, dans l'effet de panique, on bouge, on fait quelque chose. Donc on crée ce comité. Alors que la réponse, elle est ni nationale ni internationale, elle est locale. Et Laurent Berger de la CFDT a fait des propositions qui me semblent absolument pas idiotes, c'est de réfléchir comment on associe effectivement les collectivités locales, les entreprises à des moyens alternatifs pour ne pas polluer, notamment dans le trajet, puisque c'est quand même le nœud du problème, le trajet domicile-travail. Pourquoi les entreprises ne seraient pas plus sollicitées pour aider effectivement à cette fameuse transition écologique qui permet de moins polluer sans que ça coûte horriblement cher, en tout cas de manière provisoire. Donc toutes ces réflexions-là, c'est ça qu'il faut avoir. Et effectivement, c'est des corps intermédiaires comme les syndicats qui le proposent, ou des associations, c'est sûrement pas des énarques réunis, même s'ils associent quelques citoyens en gilets jaunes. C'est pas comme ça qu'on va répondre effectivement aux revendications des gilets jaunes ou d'autres aujourd'hui. C'est une réponse technocratique. On recrée en urgence des corps intermédiaires. En plus, la démonstration qu'on a artificielle, besoin. totalement artificielle. Moi, c'est aussi ce que vous disiez sur associer les entreprises à la transition écologique. On ne le fait pas assez. Bien sûr. Ce comité, il dit quoi? Il dit simplement que ce gouvernement, comme les instances européennes, sont totalement aux ordres des lobbies. J'ai pas vu beaucoup de responsables politiques monter au front quand on a appris que Volkswagen truquait ses tests diesel, quand on a appris que Nissan truquait ses tests diesel, c'était en juillet. Les constructeurs automobiles font à peu près ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à déjà proposer des produits propres, les voitures polluent et c'est normal, on ne les oblige pas à faire de la R&D, à sortir sur le marché des voitures propres, non, ça on les laisse faire. Et puis quand elles sont à la faute, eh bien, il y a très peu de sanctions, très peu, parce qu'on a besoin d'emplois, parce que c'est le chantage à l'emploi, parce que une semaine avant l'arrestation de Carlos Ghosn, vous aviez M. Darmanin, M. Macron et M. Le Maire avec Carlos Ghosn à l'usine dans le nord de la France en disant c'est super, il y a quelques emplois qui ont été créés là. Merci beaucoup, monsieur grande entreprise. Et vous pouvez dire la même chose de certains États qui sont des gros pollueurs, comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, qui sont absolument pas punis. L'Allemagne qui ferme ses centrales mais ouvre des usines à charbon, très bien. La France progresse en émissions de CO2. C'est pas les écologistes qui voulaient fermer les centrales nucléaires, justement? Si. Oui, qui sont pas... Et la France progresse, c'est-à-dire qu'on pollue plus depuis la COP21. Pour vous dire à quel point on Donc oui, ça grave. On pollue plus chaque année. Un dernier mot laissé à nos internautes. Elan nous dit, rien ne dit que dans 5 ans, ils ne vont pas trouver finalement le diesel peu polluant. Lila rappelle que 80% des taxes, entre guillemets, écolo ne vont pas à l'écologie. Et Sich nous dit, si sa priorité, celle d'Emmanuel Macron, était l'écologie, il ne ferait pas tout pour tuer les petites lignes de train. Pardon, si je peux rajouter un dernier mot, il y a peut-être un problème philosophique dans cette histoire. C'est-à-dire qu'on s'est soumis au discours écologiste un peu catastrophiste pour dire la planète est en danger, la planète va mourir, donc il faut absolument faire des choses immédiatement. Alors que je pense qu'on était, notamment les citoyens, sur la voie d'une transition écologique presque naturelle, à faire des économies, à faire attention, à faire le tri. Ça se passait de façon assez progressive, naturelle, et en voulant obéir aux écologistes qui nous annoncent tous les 8 jours que c'est la fin du monde, eh bien, finalement, on a sacrifié les fins de mois au profit de la perspective d'une fin du monde et on se sent obligé de prendre des mesures draconiennes, brutales, immédiates, au lieu de faire cette transition écologique sur le temps. Et ce qui fait que le gouvernement, aujourd'hui, est coincé parce qu'il a l'impression qu'il faut des réponses immédiates parce que la révolte, elle est présente. Non, parce que c'est pas une taxe écologiste. Enfin, cette taxe sur le carburant est là pour remplir un trou, un manque à gagner dans les finances de l'État à cause des cadeaux qui ont été faits sur l'ISF et ailleurs. Et là aussi, cette colère, elle vient là, parce que la planète est en danger, il faut faire quelque chose. Non, mais ça, c'est pas un argument, c'est un fait. Les 2 degrés, c'est un fait, c'est pas un argument. Et sur le fait qu'il va falloir changer de modèle, oui, ça aussi, c'est sur la table. Mais on ne veut pas changer de modèle. Donc là, on fait semblant. Le timing, il est long, et ça, on peut pas le gérer. Et aujourd'hui, on fait simplement semblant d'avoir des mesures écologiques, d'inciter les gens à faire des choses, mais on n'incite pas les constructeurs, on n'incite pas les gros énergétivores, enfin, Total fait de l'argent avec du pétrole. C'est pas les pollueurs. On n'oblige pas Total à investir dans l'énergie verte. Voilà. Les gros pollueurs ne sont pas payés. Et toujours pas. Voilà, un commentaire d'un internaute qui nous dit Caroline, alors Caroline c'est vous sans doute, parce que chère Caroline Valentin, parce que vous êtes la seule à avoir ce prénom sur ce plateau. Caroline dit vrai pour l'emploi de son véhicule, à moins d'avoir une Tesla. Mais une Tesla c'est un peu plus cher. Tesla c'est une voiture. C'est ça. Parce que j'ai dit de ma voiture, personne ne voudra me la racheter. Donc, si vous voulez la revendre, on mettra une petite annonce. Personne ne voudra la racheter maintenant. Ils savent que c'est une arnaque. Alors, on va parler maintenant de la France insoumise. Il y avait une élection législative partielle hier, c'était dans l'Essonne. Il fallait
trouver un successeur à Manuel Valls, démissionnaire de son poste de député. C'est le candidat soutenu par Valls et d'ailleurs par La République En Marche qui a été élu assez largement, mais avec une très grosse abstention, plus de 81%. Et puis, la candidate de la France Insoumise, Farida Amrani, a fait un score qui a sans doute déçu les gens de son parti. D'ailleurs, Alexis Corbière, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, l'a reconnu ce matin. C'est pas la grande pêche. Ces milieux abstentionnistes, pourquoi? Il faut le regarder, peut-être parce qu'on n'a pas assez travaillé, je vais en dire 2 mots là-dessus, peut-être parce que dernièrement aussi il y a une séquence qui nous était parfois un peu compliquée, peut-être aussi parce que nous sommes emportés dans ce grand mouvement de mise à distance des formations politiques. Je pense qu'on a fait une petite erreur aussi, on a mené une campagne notamment de 2e tour type gauche rassemblée, c'était le matériel de campagne, où mes amis ont cru qu'en disant que Noël Mamère, ou je ne sais trop qui, ou Monsieur Hamon nous soutenait, ou le Parti communiste, tout ça n'a rien produit. Arnaud Jean-Premier Trigano, que se passe-t-il? On pouvait croire que cette ébullition sociale, ça profiterait à la France Insoumise, et puis apparemment non. Non. Ça profite à personne pour l'instant, très nettement. Et l'abstention est là pour démontrer que ces mouvements sont en fait un rejet du débat politique, on n'y croit plus. Et les partis qui pensent capitaliser les mouvements sociaux, c'est le cas de la France Insoumise, c'est le cas du Rassemblement de Marine Le Pen, ne capitalisent pas. Il n'y a même pas 2 électeurs sur 10 qui se sont déplacés c'est-à-dire que c'est rien, c'est personne. Et ce que dit Alexis Corbière est intéressant. Il dit on a joué la fibre union de la gauche. Et c'est vrai que toute la gauche a été se réunir derrière cette candidate. Ça n'a rien donné. Parce que la gauche, ça ne parle plus, y compris aux électeurs traditionnels, ou en tout cas le rassemblement des partis de gauche n'a pas cet effet mise en dynamique qu'il avait. A un profil particulier aussi, quand même. Farida Amrani, c'était pas forcément le plus consensuel d'une gauche républicaine. On disait qu'elle avait fait appel à un vote communautariste. Tous les partis de gauche étaient, tous les partis de gauche étaient. Non, pas forcément. Vous savez très bien qu'il y a quand même une césure au sein, y compris au sein de la France Insoumise, sur ce type de profil, soutenu vraiment par Dieudonné, par les indigénistes. L'addition des partis de gauche qui traditionnellement créent une dynamique, crée plus de dynamique. Parce que le candidat n'était pas un candidat de gauche traditionnel. Mais il se passe exactement la même chose en France qu'aux États-Unis. Je vais vous dire, le vote Trump, c'était des petits blancs en fait qui en ont assez, qu'on privilégie des communautés et qu'on ait un discours identitaire. Moi, je trouve ça assez inquiétant que cette candidate, qui n'a pas été soutenue mollement par Dieudonné, mais qui était franchement soutenue par Dieudonné et qui n'a rien dit au sujet de ce soutien, ait été soutenue. Pardon ? Il l'avait condamné. La France Insoumise l'avait condamné. Farida Amrani a toujours dit moi, je ne sais pas qui c'est Dieudonné, j'ai jamais vu ses spectacles, donc je n'ai pas le condamné. Elle a reçu Marwan Mohammad du CCIF, qui est un islamiste. Elle s'est dit proche de Médine, qui est un islamiste. Non, mais je vais vous dire des preuves. Oui, mais elle a une ambiguïté. C'est pour ça que c'est pas la candidate idéale pour incarner l'union de toutes les gauches. C'est pas une ambiguïté. C'est pas du tout, on n'est plus au niveau de l'ambiguïté là. On est franchement dans l'indigénisme jusque-là. Donc cette candidate indigéniste jusque-là ait eu le soutien du PS, des Verts, évidemment de LFI, de LRC, Génération, de Après, de Place Publique, de Julien Drey, de Bastien Faudeux, de Noël Mamère, d'Emmanuel Morel, sans que ça les gêne les moins du monde que cette femme ait des proximités avec le PIR de Ouria Boultedja, qui est quand même une immonde raciste et antisémite, qu'elle soit copine avec l'islamiste Médine ou avec Marwan Mohammad, et j'en passe et des meilleurs. Les indigènes de la République. Exactement. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont... elle a écrit un livre, Ouria Boultedja, qui est son porte-parole, a notamment écrit un brûlant antisémite qu'elle a poétiquement intitulé Les Blancs, les Juifs et nous, et qui est absolument illisible. Je vous renvoie à un excellent article dans Marianne à ce sujet d'un auteur, j'ai oublié le nom, qui est très bien. Mais il y a un problème de toute façon déjà au sein de LFI, puisqu'effectivement, c'est ce que vous disiez, il y a une scission entre d'une part les LFI républicains, qui sont très attachés à la laïcité, qui ont milité pour la laïcité en 2017, et la PAN est en train de prendre LFI de manière absolument très nette, puisque les militants républicains, un certain nombre se sont fait bloquer de leur page Facebook de leur parti, ne peuvent plus accéder aux instances de leur parti. Il y a maintenant une dérive très inquiétante de la LFI, qui est évidemment symbolisée par la députée Danielle Obono, très protégée par Jean-Luc Mélenchon, qui décide de tout à LFI et qui est proche de Ouria Boultedja, des fameux partis indigènes de la République.
République. Éric Coquerel. Éric Coquerel. Si, vous savez parfaitement qu'il y a un problème d'infiltration. Éric Coquerel, qui fait des meetings avec les indigénistes. Il y a Clémentine Autain qui appelle à faire meeting commun avec Tariq Ramadan. Donc, je veux dire, il y a quand même un problème à LLF. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. On est passé à autre chose. Je pense que Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une double fracture au sein de la France insoumise, globalement, sur le sujet écologique, avec les gilets jaunes, qu'on soutient pas, alors qu'objectivement, ils protestent contre des mesures écologiques, et puis sur l'affaire communautarisme ou non, laïcité ou non. Je pense qu'il y a des courants comme partout. C'est un mouvement, c'est pas un parti, c'est encore plus compliqué à organiser, je crois. Qu'il y ait eu effectivement des accointances de tel ou tel candidat avec des mouvements indigénistes, c'est indéniable. Mais c'est extrêmement grave, comme beaucoup d'autres choses. Mais c'est pas le parti et antisémites et racistes. Non, et la France insoumise n'est ni antisémite ni raciste. Mais c'est leurs amis, oui. Donc c'est pas grave. Cette défaite, elle veut dire aussi quelque chose. Les 81% d'abstention, on ne peut pas les mettre sous le tapis. C'est une élection locale, c'est au local que ça se joue. Je pense aussi que le vainqueur, M. Choix, a fait une campagne locale. Il est connu, il a aussi c'est le maire d'Evry. Bien sûr, il a verrouillé, il connaît très bien sa ville, son territoire. On ne va pas non plus, sur une élection locale, en faire un exemple national. Non, il y a très bien, un problème mais le PS national. est à combien de pourcents ? Non, mais le PS n'existe plus. Voilà. Mais pourquoi, à votre avis ? Mais parce que le PS a choisi la ligne Valls d'un côté, la ligne Hollande de l'autre. Il sait plus où il habite, le PS. Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Les gens en ont ras-le-bol que la gauche défend les immigrés. Voilà. Les gens en ont ras-le-bol de la représentation politique. Ouais. Aujourd'hui, il y a besoin de clarification politique. Et je suis bien d'accord, il va falloir que les choses soient mises au clair en disant votre formation, que défend-elle ? Bon, eh bien, la France insoumise, c'est clair, il y a un truc qui s'appelle l'avenir en commun, il suffit de lire, tout est écrit. Noir sur blanc. Vous savez bien qu'il y a une scission terrible au sein du mouvement. Il n'y a pas de scission terrible au sein du mouvement, pas du tout. Regardez l'arrivée d'Emmanuel Morel, c'est un républicain extrêmement laïque. Emmanuel Morel, ancien socialiste, candidat à la direction de son parti. Qui était dans la tradition popréniste, qui est très laïque, très républicain, et qui arrive et qui rejoint les filles. Il y a vraiment des courants, et depuis la création, depuis le Front de gauche, moi j'ai pas connu la FI, j'ai connu le Front de gauche, il y avait des courants très divers, voilà. Et il y a toujours eu ces courants à gauche, vous savez ce que c'est ce courant ? C'est les tiers-mondistes et les antifascistes. Voilà. C'est ça, ouais. Les antifascistes au moment des forums sociaux européens dans les années 90, on dit l'arrivée des barbus aux tribunes, c'est du fascisme. Et les tiers-mondistes ont dit non, c'est des imams, donc c'est la religion, des machins. Et la scission s'est faite là. Oui, mais dans la gauche, depuis les années 70, il y a ces deux courants. Mais voilà. on a compris des choses déjà. Sur l'indigénisme et l'islamisme, depuis les années 70, on a compris des choses. Il n'y a encore pas très longtemps, Georgi Kustanovic, qui vient aussi régulièrement, annonce qu'il y a un groupe qui avait un groupe de soutien, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais un groupe de soutien créé au sein de la LFI, qui a été dissous ou exclu de la LFI parce qu'il voulait organiser avec des Algériens qui avaient souffert du terrorisme en Algérie une réunion sur l'entrisme islamiste dans les syndicats. Alors, donc évidemment, la frange indigéniste et donc pro-islamiste, parce que finalement c'est pareil, de la LFI s'est énervé, et avec le soutien d'Éric Coquerel, ce groupe de soutien a été viré de la LFI. Donc c'est pas du tout un petit sujet. Moment, vous savez, il y a aussi beaucoup de campagnes personnelles pour la liste des européennes qui va bientôt sortir à la fin. Vous allez entendre tout et n'importe quoi, vous aurez beaucoup de gens qui partent à gauche, à droite, qui vont dire des choses sur les plateaux. Honnêtement, il y a une chose claire avec la France insoumise, c'est que c'est pas la ligne, ce n'est pas celle que vous venez de dire, qu'il y ait eu bien sûr des problèmes et depuis quelques années, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a une clarification qui est en marche. Daniel Obono est toujours là et sa proximité avec Ouya Boutelja n'a pas été remise en question. Voilà. Mais je crois pas suffisamment grave. Un instant, juste pour vous donner le point de vue de nos internautes, ça peut inspirer vos réflexions. Sur Twitter, on vous a posé la question après la défaite à Évry. Pensez-vous la France insoumise en difficulté ? Vous êtes 74% à nous répondre oui. Et ce commentaire, c'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon qui dessert la France insoumise. Ouais. Je crois qu'il faut aussi s'intéresser à ce qui s'est passé non pas à Évry, mais à Ivry. Ce week-end, c'est la recomposition du Parti communiste français qui a mis à sa tête un homme qui s'appelle Fabien Roussel. Qui tenait son congrès. Et qui va beaucoup embêter la France insoumise parce que la stratégie de Mélenchon était d'être le leader de la gauche pour être candidat à la prochaine présidentielle et qu'une partie des gauches plurielles, de celles qui ne se sont pas réunies derrière la candidate pour des raisons qu'on a évoquées, mais peut-être aussi pour des raisons de stratégie électorale ou électoraliste, eh bien, on va se retrouver avec une situation inédite. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la France insoumise qui conteste effectivement la stratégie de Mélenchon qui est
je suis le chef, je me prépare à la prochaine présidentielle et je suis le seul à gauche et je domine toute la gauche, PS, écolo, Parti communiste. Et Fabien Roussel ne l'entend pas de cette oreille et il risque de restructurer autour de lui, y compris des transfuges du Parti socialiste, des gens de la LFI. On a vu que ce week-end, il y a, je crois, une responsable de la France Insoumise de la région Auvergne-Rhône-Alpes, chargée notamment des questions écologistes, qui quitte le parti, enfin le mouvement. Corinne Morel-Darlot. Voilà, peut-être pour aller... Oui, bien sûr. Donc il y a quand même pas une militante de base. Absolument, c'est une responsable qui sur les sujets écologistes très responsable. Donc il y a une redéfinition des gauches en ce moment, peut-être entre autres à cause de ce qu'on évoque aussi, mais c'est pour ça que ce week-end n'était pas bon du tout pour la France Insoumise. Mais c'est parce que c'est incompatible, vous comprenez bien qu'on ne peut pas à la fois s'adresser aux communautés. C'est la théorie de Valls que les deux gauches sont incompatibles. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas être immigrationniste et protéger les gens qui sont sans emploi et qui sont mis en danger par l'immigration. Et aux communistes dans les années 80, c'était irréconciliable dans les années 70. Voilà. Merci. Si elle veut gagner, la gauche, il faut qu'elle se réconcilie. À tous les quatre, il nous reste quelques minutes pour parler d'un dernier sujet. L'ONU propose à ses membres de signer au début du mois prochain, je crois que ce sera à l'occasion d'un sommet à Marrakech, un pacte sur les migrations. En gros, l'idée de ce pacte, c'est que les migrations sont un mouvement inéluctable et qu'il faut mieux en prendre acte et essayer de les organiser le mieux possible. Les pays membres de l'ONU se déchirent sur ce sujet. Écoutez successivement 3 responsables politiques qui sont opposés à ce pacte. Il s'agit de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, de Mateusz Morawiecki, je dis bien, le Premier ministre polonais, et le vice-chancelier autrichien Heinz Christian Strache. אני הוריתי למשרד החוץ להודיע שישראל לא תשתתף ולא תחתום על הסכם ההגירה. אנחנו מחויבים לשמור על הגבולות שלנו נגד מסתננים בלתי חוקיים. Wydaje się i jest bardzo prawdopodobne, że podobnie jak Austria czy Republika Czeska ostatnio, nie będziemy też częścią i zresztą Stany Zjednoczone tego Global Compact ONZ-owskiego. Inhalte und Ziele und wir lehnen konkrete Inhalte, die in dem Pakt formuliert worden sind, auch ab und können diese auch inhaltlich nicht unterstützen. Alors, on aurait pu aussi vous donner des propos de Donald Trump, puisque les États-Unis ne voteront pas. Apparemment, la Belgique non plus ne voterait pas ce pacte. En revanche, Emmanuel Macron, lui, trouve que c'est une très bonne idée. Et voici ses arguments. Le texte non engageant et non contraignant juridiquement auquel cette négociation a abouti est, je considère, un bon texte, parce qu'il permet d'améliorer la coopération et il donne d'ailleurs des lignes de solutions reposant sur un meilleur partenariat en matière de développement économique et éducatif, en matière de sécurité, un meilleur partenariat en termes aussi de coopération entre les pays d'origine, de transit et d'arrivée, et surtout un meilleur partenariat en termes de lutte contre les réseaux de trafiquants. Jean-Christophe Buisson, si vous étiez président de la République, vous signeriez ce pacte? Ah bah oui, puisque ça n'engage à rien, donc évidemment. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Bah évidemment, ça n'engage à rien. Non engageant et non contraignant juridiquement. Non contraignant juridiquement. Et en plus, parmi les objectifs, il y a le respect de la souveraineté de chaque État en matière d'immigration. Donc c'est un paradoxe total, qui est totalement inutile. Ce qui est assez intéressant dans les 23 objectifs de ce pacte, j'en ai noté quelques-uns. Par exemple, on va créer un site internet pour aider les migrants à se rendre dans le pays qu'ils souhaitent en les aidant au fur et à mesure de leur progression. L'objectif numéro 16, c'est d'accepter les cultures des autres. Donc si on arrive d'un pays où on pratique l'excision parce que c'est une tradition culturelle, on peut arriver avec cette pratique dans le pays qui nous accueille, c'est formidable. L'objectif 17, c'est punir tout discours médiatique, et ça devient un peu plus grave, qui tendrait à stigmatiser, mais alors je ne sais pas ce qu'on appelle la stigmatisation des migrants, c'est-à-dire que si vous dites en France, je n'ai pas envie de voir des migrants sans être forcément raciste ou incarner la peste brune, eh bien, vous êtes sommé, vous, l'État, qui est responsable de ce citoyen, de le punir, ou le média qui relaie cette information d'être puni. C'est facultatif. La théorie, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est de faire du droit de migration un nouveau droit de l'homme, tout simplement, et de l'instituer de façon internationale. C'est un droit de l'homme. Alors attention, sur la migration, c'est dans la déclaration des droits de l'homme, l'accueil, bien sûr. Donc c'est un droit de l'homme. Le problème qu'on a, au-delà des frontières, dans le transfrontière, n'est pas un droit de l'homme. C'est ça qui va être institué. C'est qu'on se passe des frontières. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'en faire un droit de l'homme, justement, et d'avoir une politique d'accueil réfléchie, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on dit non et qu'on est incapable
responsable et de sécuriser la frontière et d'accueillir. Donc il faut à un moment trouver une entente sur un problème qui n'est pas un problème. On va dire, l'émigration, c'est l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été. Pas dans cette ampleur. Alors, dans cette ampleur, vous avez toujours eu des guerres, des populations déplacées, le commerce qui a fait migration d'abord pour commencer. Aujourd'hui, le problème, il est culturel, il est économique, bien sûr. C'est qu'on a décidé de mettre la loi avant la morale. C'est-à-dire que quand on aide, et moi j'ai fait un débat sur la Roya avec des gens qui étaient là, ils ont dit le premier réflexe qu'on a quand on voit passer des migrants, c'est de les aider. C'est pas parce que même qu'on soit pour la frontière ou pas, c'est qu'on n'a pas le choix. On est humain, donc on va aider quelqu'un qui est en détresse. C'est pas de la politique, ça. Non, ça c'est être humain. Donc voilà. Il faut partir de ça, en disant, je trouve que, et c'est le rôle de l'ONU d'être humain, et d'essayer de faire quelque chose un peu d'au-dessus, et de dire, voyons, faisons ça. C'est le rôle du pape. Ce qui m'inquiète, oui, mais non, il faut aussi s'organiser, si on peut se mettre d'accord sur un texte non engageant, non contraignant, mais au moins dire... Mais c'est pas le rôle de l'ONU de faire de la morale. C'est le rôle du pape de faire de la morale, mais pas de l'ONU. Non, je parle des grands principes, législatifs, et pas que moraux. Non, on ne peut pas être naïf à ce point-là, quand même. On ne peut pas être naïf à ce point-là. On ne peut plus être naïf à ce point-là après ce qui est en train de se passer. Je crois que personne n'est naïf. Mais bien sûr, pas que non contraignant, mais vous avez vu ce qui s'est passé très récemment encore. Où ça ? Vous avez eu une décision du Comité des droits de l'homme. Alors tout ça est non contraignant parce que bien sûr, l'ONU n'est pas une juridiction française et on n'est pas censé, la France ne peut pas être sanctionnée pour avoir enfreint des traités qu'elle a signés. Que ça, c'est la théorie. La pratique. Le Comité des droits de l'homme rend une décision en estimant que la décision de la Cour de cassation, donc c'est juridiction suprême française, la décision de la Cour de cassation sur Babylou était une mauvaise décision. Elle incite la France à revoir sa décision. Une crèche interdisant à une jeune femme voilée de travailler. Exactement. Une femme qui n'était pas voilée, qui part en congé maternité, qui revient voilée, tout ça dans une ambiance d'entrisme et de montée du fondamentalisme islamiste, dont même deux journalistes du Monde récemment ont fait un livre. Donc ce n'est pas du tout un délire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ils intiment l'ordre à la France de changer sa jurisprudence. Et que fait Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation ? C'est pas rien. Dans son discours d'entrée, là, le 3 septembre 2018, il dit, vous savez quoi ? On devrait changer notre jurisprudence pour se conformer à la décision du Comité des droits de l'homme. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous avez une autre décision qui a été prise concernant une sanction que la France a infligée à 2 femmes qui portaient la burqa. Donc, le Comité des droits de l'homme, des experts, estiment que là, il y a là une discrimination intersectionnelle basée sur le genre et la religion. Donc, en fait, la plaignante a saisi d'abord l'ONU. Ensuite, un groupe d'experts dit ça à la France, dit ça va pas du tout. Il faut que vous changiez votre législation et même que vous nous rendiez un rapport sur l'évolution de votre législation et sur l'indemnisation que vous ferez aux plaignantes. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Une des plaignantes, une femme qui a été sanctionnée pour avoir porté la burqa, a introduit une action devant les juridictions françaises pour non-respect par la France des engagements pris au terme d'un traité onusien. Donc en fait, ça va devenir bien évidemment. Juridiquement contraignant. Ce qu'on peut dire à Arnaud Champagny-Trigano, c'est qu'on disait la même chose de la Déclaration des droits de l'homme qu'on avait ajoutée à la Constitution. Or, aujourd'hui, les juges constitutionnels considèrent qu'elle fait partie de la Constitution, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a ajoutée à la Constitution. C'est pas un truc signé à l'ONU. Enfin. Donc vous voteriez Moi, ce que je veux qu'on salue, si vous voulez, dans toute cette histoire. Il n'y a rien à saluer à l'ONU. Laissez-moi finir au moins une phrase. Okay. Ce que je voudrais qu'on salue, c'est la volonté des pays de se saisir de cette question. La question de la migration, qui est une question qui aujourd'hui nous obsède, concerne quelques dizaines de millions de personnes. D'ici 2050, avec les problèmes climatiques, c'est 1 milliard de personnes qui vont se déplacer. Voilà. Par exemple, la Hollande, la moitié va être sous l'eau, Dunkerque, presqu'île, la Bretagne sous la flotte, donc il y aura des migrations nationales, il y aura des migrations inter-européennes et il y aura des migrations planétaires. Donc ça va être un enjeu colossal pour le XXIe siècle. Alors on peut essayer de se dire on va se bunkériser, on ne traite pas le sujet et on continue à monter des murs comme on le fait partout dans le monde puisqu'il y a de plus en plus de murs qui se montent. Mais il faut absolument que les pays se saisissent de cette question. Alors le texte est critiquable parce que je pense qu'il a fallu trouver un compromis et qu'il faut quand même embarquer sur des textes comme ça des pays tels que l'Arabie Saoudite ou d'autres pays. Et il faut embarquer qui sont les pays un sous-marin des pays du Golfe. Donc il faut embarquer tout le monde, mais qu'à un moment donné, on arrive à dire oui, c'est un sujet et oui, on cherche des solutions ensemble. Mais pas avec l'ONU, enfin. C'est indispensable. Mais pas avec l'ONU. Dans le cadre de l'Union européenne, vous pensez bien qu'avec l'ONU, c'est encore moins possible. Non, mais vous savez, il a un problème, Macron, avec le pouvoir. Il veut s'en débarrasser sans arrêt. La tête dans le sable. De toute façon, l'immigration, elles arrivent.
elles vont être colossales. Mais comment on va vous vivre pouvez un accorder siècle de la d'immense crédibilité à migration. l'ONU? C'est 1 milliard de personnes qui vont se Même déplacer. des gens, Jeanne Bafré-Saada, elle vous Oh, explique mais moi dans aussi un j'aimerais bouquin... le livre, madame, la prochaine fois. Voilà, Hein exactement, moi je lis. C'est le 3e et on ne m'avait Alors, pas prévenu. Vous avez plein de bouquins qui vous expliquent... Moi aussi je lis des livres, j'en ai plein chez moi et j'en amènerai plein la 108 prochaine fois. 108 pays vont décider comment nous on gère l'immigration, c'est-à-dire que 108 pays dans lesquels les tout ce qui est écrit, c'est pas Ah mais si, c'est mais si. indicatif. Et donc pourquoi ça c'est sert à rien, indicatif? donc Je autant viens pas de le vous faire. expliquer que C'est un début l'indicatif de discussion. devient Je pense que obligatoire très principe, vite. c'est Ils se important. saisissent justement, du d'avoir sujet ensemble. Mais non, Il faudrait qu'on le vous- traite ensemble, ce sujet, le sujet de l'immigration. Un pacte va devenir obligatoire par le biais de ce que je vous ai expliqué. Mais non. Et ce pacte, Mais non. il est signé et donc décidé par des gens, c'est un État, une voix. Et les gens qui ont intérêt à ce qu'on accueille leurs migrants sont beaucoup plus nombreux que des gens qui ont intérêt à les accueillir. À ne pas les accueillir. Surtout que les Hollandais sont concernés Le problème désormais. aujourd'hui de ce qu'on appelle le problème de la migration, il est extrêmement régional. Allez au Liban, vous verrez ce que c'est que le problème de la migration. Mais vous savez, allez rien au ne dit Jordanie, qu'on n'aura pas le allez dans Liban les camps en demain. Il y a Jordanie. 2,5 milliards Non, mais- 500 000 personnes en Afrique en 2050. Non, mais Je crois qu'il faut saisir le problème de l'immigration, mais sans demander à l'ONU ce qu'il en La pense. migration, Voyez, elle est on extrêmement décide tout seul cette locale. fois-ci. Ce qu'on voit là, les gens qui traversent la Méditerranée, c'est d'abord le fait de mafia, de passeurs. C'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Ouais. Et c'est une petite traîne d'un problème qui est explosif et qui ne fait que commencer. Et qui va toucher tout le monde. Et donc Et il je est veux pas probable que que l'ONU nous s'en mêle. Sauf la reparlerons. Grande-Bretagne, D'ailleurs, qui est sortie. merci beaucoup. Sauf qui La Grande-Bretagne, Ah puisque- oui, sauf la Grande-Bretagne, qui s'est retirée à temps peut-être de l'Union européenne. On le verra à la question Twitter, faut-il signer le pacte de l'ONU sur les migrations? Eh bien, vous êtes 75% à considérer que non. C'est pas un sondage, hein, bien sûr, ce sont des réactions d'internautes. Nicole nous dit, toutes les semaines, un nouveau pays indique ne pas vouloir signer ce pacte, mais bien sûr. Macron va le signer. Et la même Nicole nous dit, ce sujet doit faire l'objet d'un référendum. L'Italie le signe Eh bien, en aussi. tout cas, on a fait un référendum sur ce plateau sur ce sujet. Vous êtes sûrement un échantillon représentatif. Mais nous, Merci on est beaucoup 25% à contre. tous les quatre. Point de vue, c'est fini pour ce soir. Vous retrouvez Marie-Amélie Lombard demain à la même heure, au même endroit. Bonsoir à tous.